Euh, et enfin, des réflexes qui seront un élargissement de la zone réflexogène. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de frapper soit le tendon rotulien pour avoir une réponse. Vous aurez une réponse qui sera diffuse. En bas, on va rechercher les autres réflexes. Donc, le réflexe de Hoffman au niveau du membre supérieur, il y a un nez le doigt, c'est dans le réflexe proprioceptif, et le Rossolimont au membre inférieur, qui seront positifs en cas de syndrome pyramidal. Cette on va rechercher les réflexes cutanés, donc le cutané plantaire, le réflexe cutané plantaire, le réflexe cutané plantaire qui va nous montrer un signe de Babinski en cas de syndrome pyramidal. Le réflexe cutané abdominal qui va être aboli en cas de syndrome pyramidal. Et le réflexe crémastérien qui sera également aboli en cas de syndrome pyramidal. On pourra également rechercher un clonus. Bon, le clonus, il est décrit sur Hamadi. On va effectuer une petite traction sur la rotule et on va voir des vibrations de la rotule. C'est assez rare de trouver ça, mais ça existe. J'en ai vu au service Benaknoun. C'est très très intéressant à voir un clonus. Surtout le clonus achilléen, il est beaucoup plus intéressant que le clonus rotulien. Parce que la rotule, le quadriceps amortit un peu trop le clonus, mais tu vois, je suis bien le rotulien, mais l'achilléen, vous verrez bien la vibration du talon, il va vraiment vibrer comme un téléphone portable. C'était très marrant à regarder. Alright. On a fini avec l'examen clinique. Donc là, on va vraiment entamer la paralysie centrale. Alors, on va commencer d'abord par les atteintes neurovasculaires, donc les hémiplégies. On va nous les atteintes de section de moelle, donc les paraplégies ou la tétraplégie, peu importe, ça reviendra strictement au même. Nous les hémiplégies. Alors, comme toute atteinte du syndrome pyramidal, les hémiplégies, elles commencent lorsqu'elles sont aiguës par un stade flasque. En bed, elles vont passer à un stade spasmodique lorsqu'elles vont beaucoup plus tarder dans le temps, après, disons, 12 semaines à 4 mois. 12 semaines à 4 mois et au stade spasmodique. Donc, une hémiplégie, c'est quoi? Donc, c'est une atteinte d'une moitié du corps, soit à droite, soit à gauche. Je ne vais pas vous dire que c'est... je vais pas vous dire, je vais pas vous dire que c'est toujours du côté inverse de la lésion, c'est pas vrai. Donc ça dépendra de la localisation de la lésion. Mais si c'est une atteinte cérébrale, ce sera forcément du côté contralatéral. Si c'est une atteinte au niveau du tronc, kiff kiff, ce sera forcément du côté contralatéral. Mais si c'est au niveau de la moelle, ça dépendra. Alors, donc les hémiplégies, d'abord l'hémiplégie flasque. Alors, l'hémiplégie flasque, ce sera un AVC qui aura touché soit le cerveau, soit le cortex cérébral, soit le tronc, soit la moelle, etc. Et on va avoir des signes qui seront très différents selon le lieu de l'atteinte. Avec un ferai plutôt l'espace modique, on va rester le flasque. Alors, l'hémiplégie flasque, on aura des signes, les étapes à l'examen neurologique. D'abord, le déficit moteur. Donc, on aura le déficit moteur classique avec carrément une chute du membre, il n'y aura aucune force musculaire, ce sera à zéro. Pour les réflexes, pour le tonus, au début, on aura une hypotonie, le muscle sera complètement flasque. Quand il y aura une mobilisation passive, carrément, l'épaule, donc il y aura une hypotonie. Troisièmement, les réflexes seront complètement abolis. Et je pense que c'est tout. Donc voilà, il faut retenir ça. L'hémiplégie flasque, bien sûr, ça va toucher un seul côté, soit le droit, soit le gauche. On aura au niveau des membres donc une hypotonie, un déficit moteur, la force musculaire qui sera complètement à zéro. Le malade ne pourra plus carrément bouger le bras ou les jambes ou peu importe. Et, et voilà, et vous aurez bien sûr une abolition de tous les réflexes ostéotendineux. On aura un signe de Babinski, bien sûr, qui sera unilatéral du côté de l'hémiplégie. Donc voilà les signes que vous devrez mettre, qui est comme définir l'hémiplégie flasque. Donc c'est une paralysie où là c'est une abolition du mouvement qui va toucher une moitié du corps, soit le droit, soit le gauche. Pardon, soit le droit, soit le gauche. On aura donc un déficit moteur avec une force musculaire à zéro. Le malade ne peut pas bouger ses membres, le supérieur ou l'inférieur, peu importe. Deuxièmement, on aura une hypotonie complètement flasque. Troisièmement, on aura une abolition des réflexes ostéotendineux. Et on aura un signe de Babinski unilatéral du côté de la lésion. Maintenant, c'est chez le malade conscient. Chez le malade inconscient, ou là dans le coma par exemple, on va pouvoir rechercher. C'est un cours des troubles de la fonction motrice, mais uniquement les paralysies centrales, maladiennes et les périphériques.
Donc, un le malade comateux, on va essayer de rechercher deux signes. Premièrement, on va rechercher le signe de Pierre-Marie et Fox. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire une petite stimulation nociceptive juste derrière la mastoïde. Juste derrière la mastoïde, on va essayer de appuyer assez fort pour effectuer une stimulation nociceptive. Donc, ça doit vraiment faire mal, même s'il est inconscient. Et du coup, le patient va réagir en faisant une grimace qui va aller du côté sain, une grimace du côté sain. Hada, c'est le signe de Pierre-Marie F. Wax. Le signe de Pierre-Marie F. Wax, Hada, il est présent uniquement dans les atteintes suprapontiques. S'il y a une atteinte du nerf facial, dans les atteintes pontiques ou l'alterte, bien sûr, on n'aura pas de Pierre-Marie F. Wax vu que le nerf facial est paralysé. Très bien. On va rechercher également donc les signes caractéristiques, les laismes vraiment avec un neurologue expérimenté pour les voir. Par exemple, le malade regarde sa lésion et se détourne de son hémiplégie. Il y aura une déviation de la tête et des yeux du côté de la lésion et il va se détourner de son hémiplégie. On aura aussi une déviation de la bouche vers le côté sain. Donc, le malade fume la pipe. Genre, il y aura le côté de la bouche, il sera tellement flasque qu'il va tomber d'un côté. Un des petits signes qu'on pourra également rechercher, un de le malade inconscient. Donc ça, c'était pour les hémiplégies flasques. Donc il n'y a pas vraiment de différence selon le siège de l'atteinte. Le mohem ta'arfou billi fad les hémiplégies flasques. Chez le malade conscient ou l'inconscient, au niveau des membres, on aura donc une hypotonie, une abolition de tous les réflexes, un signe de Babinski et un déficit moteur avec une force musculaire à 0. Chez le malade inconscient, on va rechercher les signes donc le signe de Pierre-Marie Fox, qui aura une déviation de la bouche vers le côté atteint. C'est le côté sain, je crois, côté sain. Et on va rechercher la déviation de la tête et des yeux vers le côté de la lésion avec le malade fume la pipe, donc une déviation des lèvres du côté atteint. There you go. Donc là, c'était pour les hémiplégies flasques. On va passer aux hémiplégies spasmodiques. Les hémiplégies spasmodiques, c'est ce qu'il y a de plus intéressant parce que selon le niveau de la lésion, on aura des signes qui seront différents. La corticale. Alors là, l'hémiplégie d'origine corticale, donc lorsqu'on a un AVC du cortex moteur, on va avoir, selon les étapes, des signes assez différents. Donc, premièrement, on aura un déficit moteur. Le déficit moteur ne sera pas complet, il sera électif. Il sera électif parce qu'on a vu en deuxième année, enfin, c'est pas moi qui vous avez vu en deuxième année, le cortex moteur, chaque circonvolution est responsable de l'innervation d'une partie du corps. Il y a une partie qui va innerver les bras, une autre qui va innerver les jambes, une autre qui va innerver la langue, le pouce, etc. Donc, selon l'artère qui a été lésée ou selon la circonvolution qui a été lésée, on aura plus ou moins de déficit moteur. Donc, le déficit moteur, il sera partiel et il sera incomplet. Alors, partiel, ce n'est pas tous les muscles qui seront atteints. Et incomplet, il y aura incomplet, ne sera pas une force musculaire à 0. Il pourra bouger un petit peu son bras, il y aura une force musculaire à 1 ou là à 2, et il sera non proportionnel. Certaines parties du corps seront plus atteintes que d'autres. Donc le déficit moteur en cas d'atteinte corticale est connu. Partiel, incomplet et non proportionnel. Partiel, certaines parties du corps seront touchées et pas d'autres. Incomplet, c'est-à-dire que la force musculaire ne sera pas à 0, on aura un petit peu de mouvement possible. Et enfin, il sera non proportionnel. Maintenant, certaines parties seront plus touchées que d'autres. Certains muscles seront plus touchés que d'autres. Ce n'est pas proportionnellement réparti. Ça, c'était pour le déficit moteur. Deuxièmement, pour le tonus, on aura, comme d'habitude, l'hypertonie spastique qui va être plus... disons qu'on va plus se retrouver sur les muscles qui sont atteints par déficit moteur, bien sûr. Il y a les membres qui sont atteints par déficit moteur. Troisièmement, les réflexes, donc comme d'habitude, on aura une hyperréflexie ostéotendineuse. Les réflexes seront vifs, polycinétiques. Avec élargissement de la zone réflexogène, ils seront diffus au membre contralatéral. On va retrouver un signe de Babinski qui est du côté de la lésion. Et voilà. Maintenant, le truc sympathique, c'est qu'on aura deux autres caractéristiques. La première, c'est qu'on aura parfois des signes. On aura parfois des signes. On aura parfois des signes sensitifs. Des signes sensitifs parce que l'AVC peut parfois toucher le cortex pariétal qui est juste à côté.
donc l'aire somesthésique primaire. Elle peut être également touchée par l'AVC, donc on aura parfois une perte de la sensibilité, qu'elle soit proprioceptive, ou qu'elle soit proprioceptive ou la somesthésique. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé la différence entre la force musculaire de type 4 et de type 5. Alors, pour faire rapidement votre examen de la force musculaire, vous demandez au patient de faire un mouvement. Maintenant, par exemple, vous lui demandez de faire ce mouvement. S'il arrive à le faire, ou à le maintenir carrément, c'est qu'il est forcément à 3. Le fait de faire un mouvement, ça va classer sa force musculaire à 3. Maintenant, après, vous allez essayer de combattre le mouvement. Si vous arrivez à abaisser son bras, c'est une force musculaire à 4. Et si vous n'arrivez pas à abaisser son bras, c'est une force musculaire à 5. C'est pour la différence entre 4 et 5. Donc, en gros, s'il arrive à faire le mouvement, c'est un 3 d'office. Si vous arrivez à abaisser un petit peu, mais en ayant une certaine résistance, c'est un 4. Si vous n'arrivez pas carrément à abaisser son bras, là, c'est un 5. Pour le 1 et le 2, pour le 0, il n'arrive à faire aucun mouvement. Pour le 1, lorsque vous touchez son bras, vous sentez une certaine contraction musculaire, même s'il n'y a pas du tout de mouvement. Pour le 2, il arrivera à faire le mouvement, mais sur le plan du lit. Genre, vous lui demandez de faire une flexion, il ne pourra pas le faire, mais si vous l'aidez, là, il pourra la faire. Et le 3, comme il pourra faire le mouvement. Ouais. Donc là, c'est pour la force musculaire entre 0 et 5. Oh God. Donc, qu'on a fait le cortical. Quand on fait le cortical, la différence intéressante sur le cortical, c'est que vous aurez parfois des troubles sensitifs. Les troubles sensitifs c'est parce que le cortex somesthésique pourrait être atteint par l'AVC, qui peuvent être soit des troubles sensitifs de type proprioceptif, le plus souvent d'ailleurs c'est du proprioceptif, parfois du thermoalgésique, mais c'est assez rare. Et sinon, vous aurez également ce qu'on appelle l'épilepsie bravé-jacksonienne. C'est quoi l'épilepsie bravé-jacksonienne? C'est une crise épileptique, donc c'est une hypersynchronisation de tous les neurones qui sont fabriqués à la région. Lorsqu'ils sont hypersynchronisés, ils vont créer une crise convulsive, donc ce sont des mouvements hypertoniques et involontaires. La caractéristique de la bravé-jacksonienne, c'est qu'elle ne va toucher qu'un seul membre, le plus souvent le membre supérieur, le plus souvent le membre supérieur droit. Donc, elle va toucher un seul membre. Vous aurez une convulsion d'un seul membre. Et c'est la caractéristique de l'épilepsie bravé-jacksonienne qui fait les doigts et elle va remonter de plus en plus le long du membre jusqu'à même atteindre le visage homolatéral. C'est la caractéristique de l'épilepsie bravé-jacksonienne qu'on retrouve lors des AVC, lors de l'atteinte corticale. Donc, si on essaie de reprendre, on va reprendre les étapes à l'examen neurologique en cas d'AVC cortical. Qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir donc un déficit moteur qui sera partiel, incomplet, non proportionnel, premièrement. Deuxièmement, on aura une hypertonie spastique qui va concerner les muscles, un déficit moteur. Troisièmement, les réflexes, donc on aura une hyperréflexie ostéotendineuse avec des réflexes vifs, polycinétiques, diffus au membre controlatéral et élargissement de la zone réflexogène. Enfin, on aura un signe de Babinski qui sera bien sûr homolatéral. Je répondrai à ta question de Xulia. On aura donc un signe de Babinski qui sera homolatéral, une abolition du réflexe crémastérien et du réflexe cutané abdominal qui est du côté de la lésion. Et caractéristique de l'atteinte corticale, c'est qu'on aura, donc parfois des signes sensitifs, le plus souvent c'est des signes proprioceptifs et une épilepsie de Bravé-Jackson. Alors, pour la question de Sarah, est-ce qu'on trouve l'épilepsie de Bravé-Jackson dans les DNV? Non. En fait, une vraie épilepsie d'une DNV, c'est qu'en fait, dans l'épilepsie, c'est des mouvements stéréotypés. Mais avant de les voir, tu sais ce qui va se passer. Par contre, dans les DNV, c'est des mouvements anarchiques. La patiente, et plus souvent c'est des femmes, mais la patiente va essayer de recréer un trouble neurologique comme elle croit qu'il devrait être, mais toi, en tant que médecin, tu sais qu'il ne devrait pas être comme ça. Donc, dans les DNV, ce n'est pas vraiment des crises convulsives, c'est des mouvements que la personne va essayer d'imiter, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un trouble neurologique, voire psychiatrique, dans certains cas. Mais dans l'épilepsie, c'est vraiment des mouvements stéréotypés, tu sais vraiment ce qui va se passer. DNV, c'est avec ces trucs nerveux, là, des femmes, là. Les trucs comme ça, enfin, comme stress, machin, enfin, vous connaissez. Attendez qu'on connaisse c'est quoi exactement.
Voilà, c'est la dystonie neurovégétative, merci. Anyway. On a fini par l'atteinte corticale. Les filles qui font des DLV devraient prendre des bêta-bloquants parce que ça calme beaucoup la dystonie neurovégétative, vu que les bêta-bloquants sont quand même, ils vont essayer de calmer le système sympathique et c'est justement le système sympathique qui est responsable de les troubles. Donc les bêta-bloquants à petite dose, un comprimé de propranolol par jour suffira largement, surtout en période de stress. Bon, dans le cas, la deuxième atteinte qui est l'atteinte capsulaire. Alors, vous savez que les fibres, tu as le faisceau pyramidal, quand ils vont quitter le cortex, ils vont passer dans ce qu'on appelle la capsule interne. La capsule interne qui est entre le thalamus et les noyaux gris centraux. Donc, le striatum, entre le thalamus et le striatum. Qui joue icono vraiment dispersés, au niveau de la capsule interne, ils vont se regrouper en un seul faisceau. Ce qui fait qu'on aura une paralysie qui sera complète, qui sera totale et qui sera proportionnelle parce que toutes les fibres du faisceau pyramidal vont se rejoindre en un seul faisceau au niveau de la capsule interne. Donc en cas d'atteinte capsulaire, le déficit moteur sera total, sera complet, total inverse de partiel, complet inverse de incomplet et proportionnel inverse de non proportionnel. Donc total, complet et non proportionnel. Total, maintenant il va toucher tant le membre supérieur que le membre inférieur. Complet, maintenant il va toucher tous les muscles de ce membre. Et proportionnel, maintenant qu'ils vont tous être touchés de la même façon, de la même intensité. Pour les réflexes, pardon, pour le tonus, c'est la même chose, une hypertonie spastique caractéristique. Pour les réflexes kiff-kiff, une hyperréflexie ostéotendineuse, les réflexes seront vifs, polycinétiques, diffus et avec élargissement de la zone réflexogène. On n'aura aucun signe neurologique, pardon, on n'aura aucun signe sensitif ou aucun signe somesthésique parce qu'il n'y a pas de fibre somesthésique et on n'aura pas d'épilepsie bravo-jacksonienne parce qu'il n'y a pas d'atteinte corticale. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment une paralysie pure, paralysie motrice pure, et avec motrice pure, c'est-à-dire qu'on aura uniquement des signes moteurs, pas de signes sensitifs, pas de signes convulsifs, rien du tout. Uniquement moteur. On va passer à l'atteinte capsulothalamique, qui est une atteinte un petit peu particulière parce qu'on aura des signes très très reconnaissables, et c'est une atteinte très rare d'ailleurs, la capsulothalamique. Donc, dans l'atteinte capsulothalamique, pour la paralysie, on ne sait pas vraiment. Elle va toucher un membre, elle va toucher un autre. On ne peut pas dire si elle est vraiment partielle ou la totale. On l'utilise surtout pour définir la corticale ou la capsulaire. Donc, dites juste qu'il y aura un déficit moteur présent. Pour les réflexes, c'est pareil. Pour le tonus, c'est pareil. Les caractéristiques de l'atteinte capsulothalamique, c'est le syndrome de Dejerine-Roussy. Les caractéristiques de l'atteinte capsulothalamique, c'est les 3 H Haddock. Donc, on aura une hémianopsie, c'est l'hémianopsie, je crois qu'elle est latérale homonyme. Donc, l'hémianopsie, latérale homonyme. Adna, donc une hémiparésie, kif. Adna, parfois, ce qu'on appelle une hyperpathie et une hypersensibilité. Donc, l'hyperpathie hadia ou là, une hyperalgésie. L'hyperpathie hadia, c'est quand un stimulus qui n'est pas censé être nociceptif devient nociceptif. Donc, un stimulus qui n'est pas censé être nociceptif devient nociceptif. Maintenant, par exemple, juste le fait de toucher son bras va lui faire mal. C'est l'hyperpathie. Et l'hyperalgésie, c'est qu'il va réagir de façon exagérée à un stimulus nociceptif, mais faible. Alors, si vous le pincez, il aura vraiment l'impression que vous l'avez poignardé. C'est pour l'hyperalgésie. Donc, les 4 H, c'était 4 H, donc l'hémiparésie, l'hémianopsie, l'hyperpathie et l'hyperalgésie. Donc, c'est vraiment les 4 caractéristiques de l'atteinte capsulothalamique. On ne peut pas dire que le déficit moteur est partiel, total, complet ou là. Là, on dira juste que c'est une hémiparésie. D'ailleurs, vous avez vu qu'on n'a pas dit hémiplégie, mais on a dit hémiparésie parce que les fibres au niveau du thalamus, ils ne sont pas vraiment regroupés en faisceaux et donc on ne peut pas vraiment savoir. D'accord. Donc, c'est une hémiparésie, hyperpathie, hémianopsie et hyperalgésie. Ça, c'est pour l'atteinte capsulothalamique, le syndrome de Dejerine-Roussy. On va descendre plus bas. Donc, on a commencé le cortex, on a la capsule interne, on a le thalamus, on va descendre un petit peu plus bas au niveau du mésencéphale. Alors, l'atteinte mésencéphalique, mais le mésencéphalohabot, c'est ce qu'on va appeler des syndromes alternes moteurs. Les syndromes alternes moteurs, on aura une hémiplégie d'un côté et une atteinte d'un nerf crânien de l'autre côté. Parce que l'atteinte des nerfs crâniens sera une atteinte de type périphérique. Mais
l'atteinte des nerfs, l'atteinte de l'hémiplégie du reste du corps, ce sera une atteinte centrale, donc elle sera contralatérale. C'est ce qu'on appelle donc un syndrome alterne moteur. Moteur par opposition au syndrome alterne sensitif, les troubles de la sensibilité qui met le syndrome de Wallenberg. Donc, qu'on a le mésencéphale. Le nerf crânien par excellence, moteur bien sûr, qui va émerger du mésencéphale, c'est le nerf oculomoteur, le nerf 3. Donc, l'atteinte du mésencéphale, qu'on va appeler le syndrome de Weber. Donc, dans le syndrome de Weber, on aura une atteinte homolatérale, donc du côté de la lésion du nerf oculomoteur. Donc, on aura une paralysie oculomotrice du côté homolatéral et on aura une hémiplégie contralatérale avec toutes les caractéristiques de l'hémiplégie. Donc, syndrome de Weber, je fais oublier homolatéral du 3, contralatéral, l'hémiplégie. En bas de l'atteinte pontique, je connais le nom du syndrome. C'est l'atteinte pontique. Miller-Gobler, merci. Donc, pour le syndrome de Miller-Gobler, l'atteinte pontique, alors le nerf crânien par excellence, le nerf crânien, merci les deux, le nerf crânien par excellence qui va émerger du pont, là de la protubérance annulaire, c'est le nerf facial. Alors, là, ça deviendra intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un patient, soit comateux, soit conscient, qui vient avec une hémiplégie et une paralysie faciale inconnue. Une hémiplégie et une paralysie faciale inconnue. Alors, dans ce cas-là, ça pourrait être une atteinte corticale, parce qu'on sait bien que le cortex va innerver le noyau du 7, soit un syndrome de Miller-Gobler, donc une atteinte pontique, parce qu'il y aura aussi atteinte du 7. Comment faire la différence? Eh bien, dans l'atteinte corticale, on aura une paralysie faciale de type central, et dans le syndrome de Miller-Gobler, donc dans l'atteinte pontique, on aura on aura une paralysie faciale de type périphérique. Alors, comment on fait la différence entre la paralysie faciale centrale et la paralysie faciale périphérique? C'est simple. Dans la paralysie faciale centrale, on aura une paralysie supérieure et inférieure du visage. Par contre, dans la paralysie faciale périphérique, on aura une atteinte uniquement de la moitié inférieure. 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 Je trouve que c'est un peu bizarre. Ok. Inférieure. Très bien. Donc, la paralysie faciale centrale, il y a atteinte supérieure et inférieure. Comment est-ce qu'on la reconnaît? On cherchera surtout le fameux signe avec de prédominance inférieure. Très bien. On va rechercher avec le signe où il y aura lorsque le malade essaie de fermer les yeux, il ne pourra pas fermer les yeux. Il y aura une rétrovulsion de l'œil vers le haut et vers le dehors. Dans la paralysie faciale périphérique, on va voir surtout la chute de la commissure labiale vers le côté atteint. La chute de la commissure labiale vers le côté atteint. Très bien. C'est le signe de Charles Bell, oui, merci. C'est le signe de Charles Bell. Donc, lorsque le malade va essayer de fermer les yeux, on aura une rétrovulsion de l'œil. Déjà, l'œil ne se ferme pas et on aura une rétrovulsion de l'œil vers le haut et vers le dehors. Cette année, on pourra rechercher le signe de Soux, qui est genre, quand tu vois une paralysie faciale, genre, vous verrez qu'un œil va se fermer moins bien que l'autre et dans l'œil qui va se fermer moins bien, vous aurez les cils qui seront plus longs du côté atteint que du côté non atteint parce que donc les cils hydrolo, par contre de ce côté-là, donc les cils apparaîtront plus longs. C'est le signe de Soux, les signes de cils de Soux. Alright. Donc, dans le syndrome de Miller-Gobler, comment faire la différence bien une atteinte corticale et une atteinte pontique? On va voir si l'atteinte est périphérique ou la centrale. Si on a vraiment une paralysie faciale centrale, donc en haut et en bas, là, c'est plutôt une atteinte corticale. Il faudra penser à un AVC cérébral, donc cortical. Mais si c'est une atteinte périphérique, donc uniquement la moitié inférieure, dans ce cas-là, c'est une atteinte périphérique et penser à un syndrome de Miller-Gobler. L'hémiplégie, bien sûr, sera contralatérale à la paralysie faciale. Par contre, dans une paralysie faciale centrale, l'atteinte sera homolatérale. C'est important d'ailleurs, dans la paralysie, dans l'atteinte corticale, la faciale sera homolatérale. Et le 7 émerge du sillon bulbopontique un peu en dessous, mais qui trouve l'artère qui va innerver le pont
Je vais expliquer à l'effet contralatéral. Qui tu fous l'artère qui va comme énerver. L'artère qui va irriguer le pont, elle va commencer un peu plus bas et tout dépendra du du niveau de l'AVC et même sans ça, même si le nerf va émerger au niveau du sillon bulbopontique, ben ça, son noyau et son trajet intrapontique, il n'est pas vraiment en bas. Genre quand il va émerger, c'est pour ça que vraiment toutes les atteintes du pont vont se solder par une paralysie faciale périphérique. Alors pour la question de Nada, pourquoi c'est contralatéral? Alors pourquoi c'est contralatéral? Parce que c'est une atteinte périphérique. Dans le syndrome de Miller-Gobler, il y aura une ischémie du nerf en lui-même. Par contre, dans une paralysie corticale, il y aura atteinte du noyau et le noyau sera homolatéral à la lésion. Ouais, la paralysie centrale, c'était l'axe. La paralysie centrale respecte le territoire supérieur et la paralysie périphérique, c'est tout le visage. All right. Merci pour la précision. Dans la corticale, vous aurez une atteinte homolatérale parce qu'il y a une atteinte du noyau, donc le noyau qui est du même côté. Par contre, lors d'une atteinte périphérique, vous aurez vraiment une ischémie du nerf en lui-même, donc effectivement, tout sera atteint et ce sera du côté contralatéral parce que c'est le nerf qui va innerver l'autre côté du visage. En fait, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Donc le nerf innerve l'autre côté. Je vais dire contralatéral à l'hémiplégie, mais chez contralatéral à la lésion. Pour la question de Nada, c'est contralatéral à l'hémiplégie. Parce que le faisceau pyramidal, il n'a pas encore décussé de l'autre côté. Donc c'est contralatéral à l'hémiplégie. Par contre, la centrale, c'est homolatéral à l'hémiplégie. Coulé, ce sera du même côté. Je continue. Super. Alright, tout ce qui est bulbaire. Alors, l'atteinte du syndrome pyramidal fait le bulbaire, vraiment, il n'y a pas vraiment de différence mais tout ce qui est pontique ou tout ce qui est médulaire. Donc, vous aurez peut-être une paralysie de la langue, tu as le 12, ou là, une paralysie du nerf vague et du nerf 11, qui seront toujours contralatérales à l'hémiplégie. On est toujours dans le syndrome alterne. Donc dans le bulbaire, attention, un moteur, donc un syndrome alterne moteur, vous n'avez pas le droit de parler de syndrome de Wallenberg. Le syndrome de Wallenberg, c'est le syndrome alterne sensitif avec atteinte du 5, obligatoire. Mais si vous avez juste un syndrome alterne moteur, vous n'avez pas le droit de parler de syndrome de Wallenberg. D'ailleurs, le syndrome de Wallenberg a plein de caractéristiques, notamment l'atteinte vestibulaire, l'atteinte cérébelleuse, l'atteinte du 5, l'atteinte du noyau solitaire, tu as le 9, le 10 et le 11, etc. Vont former le syndrome de Wallenberg. Mais dans l'atteinte strictement motrice, donc le syndrome alterne strictement moteur, vous n'avez pas le droit de répondre syndrome de Wallenberg à l'examen. D'ailleurs, la question, je pense, il y a 2 ans, la promo. Je pense la promo اللي قبلكم et ouais العام اللي فات la promo اللي قبلكم et il y avait syndrome de Wallenberg comme réponse et j'en ai parlé مع la professeure Bounzera قال لي oui ils n'auraient pas dû mettre Wallenberg, ils auraient juste dû mettre syndrome alterne moteur. Donc حسبوا finalement في زوج اللي حطها اللي ما حطهاش, mais je vous déconseille تحطوها. Là on a fini avec tout ce qui est encéphale. Donc on a vu l'atteinte corticale, on a vu l'atteinte capsulaire, capsulothalamique, syndrome de Dejerine-Roussy. On a vu l'atteinte mésencéphalique, donc syndrome de Weber. On a vu l'atteinte pontique, donc tout ce qui est syndrome de Miller-Gobler. Et on a vu le syndrome alterne moteur bulbaire. Alors jusque-là, c'était des syndromes alternes et on avait notre hémiplégie qui était contralatérale à l'atteinte des nerfs crâniens et également qui était contralatérale à la lésion. Contralatérale à la lésion, parce que le faisceau pyramidal n'avait pas encore décussé. À partir de la moelle, on aura la même chose, donc on aura une hémiplégie qui va toucher, donc si c'est une atteinte cervicale, elle va toucher, pas forcément, non. Ouais, hein, c'est assez... Ouais, bon, si c'est une atteinte cervicale, elle va toucher les 2 membres, supérieur et inférieur, mais si c'est une atteinte plutôt dorsale ou lombaire, elle va toucher uniquement le membre inférieur. Donc on aura vraiment une hémiplégie d'un seul membre, c'est ce qu'on appelle une monoplégie, mais c'est pas important.
Donc, dans ce genre d'hémiplégie, on aura donc un déficit moteur avec toutes ses caractéristiques, un barré, un barré et un magazine positif. L'atteinte du tonus, donc on aura une hypertonie spastique, toutes ses caractéristiques également. Pour les réflexes, on aura une hyperréflexie ostéotendineuse avec une hyperréflexie ostéotendineuse, donc on a des réflexes vifs, diffus, polycinétiques avec élargissement de la zone réflexogène. Un signe de Babinski homolatéral, un signe de Babinski homolatéral du côté de la lésion et une abolition du réflexe crémastérien, du réflexe cutané abdominaux. Donc, hadomate, tout ce qui est moteur. Mais dans l'atteinte de la moelle, on aura autre chose. C'est quoi l'autre chose? C'est l'atteinte sensitive, donc de la sensibilité et profonde et superficielle. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Brown-Séquard. Le syndrome de Brown-Séquard, c'est donc une atteinte motrice et une atteinte sensitive. Donc, il est sensitif au moteur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour tous les faisceaux qui vont décusser au niveau du bulbe, on aura une atteinte homolatérale à la lésion. Pour tous les faisceaux qui vont décusser au niveau de la moelle, on aura une atteinte plutôt contralatérale. Je m'explique. Donc, qui sont les faisceaux qui vont décusser au niveau du bulbe? C'est le faisceau pyramidal et c'est les cordons postérieurs, donc la sensibilité profonde. Donc, pour la sensibilité profonde et la paralysie, ce sera homolatéral à la lésion. Homolatéral à la lésion. Où je mets la sensibilité profonde, tout ce qui est signe de Romberg, tout ce qui est paresthésique, je connais ce mot. Perte de la sensibilité vibratoire. On avait aussi la perte de la stéréognosie. Donc la stéréognosie, lorsque vous demandez au patient de tenir le temps de le bras, il y aura des oscillations des doigts parce qu'il ne peut pas vraiment savoir où raher. Le tact épicritique, exactement. Donc hadomaga, ce sera du côté homolatéral à la lésion. Mais tout ce qui est sensibilité thermoalgésique, donc douleur, donc tout ce qui est douleur et sensibilité à la chaleur et au froid, ce sera du côté contralatéral à la lésion parce que le faisceau spinothalamique, il va décusser au niveau de la moelle. Donc, le syndrome de Brown-Séquard, vous aurez une hémiplégie et une atteinte de la sensibilité profonde du côté homolatéral à la lésion et une atteinte de la sensibilité thermoalgésique du côté contralatéral à la lésion. Ça, c'était pour le syndrome de Brown-Séquard. Je ne sais pas qui je confie comme dans mon livre, j'avais fait un tableau récapitulatif de les hémiplégies spasmodiques. Je pense que je vous le poste le groupe parce qu'il est vraiment bien et vous allez avoir une vision d'ensemble. Tu as les hémiplégies spasmodiques, mais le cortical, tu as la moelle. Pour le physio-spino-cérébelleux, la proprioception inconsciente. Ouais, bonne question. Bonne question, Alèche, parce que on ne sait pas en fait. On ne sait pas parce que tellement l'hémiplégie est forte qu'on ne peut pas vraiment tester le cerveau des marques rouges. On ne peut pas tester ni le fait d'élargir son polygone de sustentation parce qu'il ne peut pas se mettre debout vu qu'il est en hémiplégie. On peut ni tester l'oscillation, ni tester le signe de Stewart-Hall. On ne peut strictement rien tester vu qu'il y a l'hémiplégie et le déficit moteur. Donc vraiment, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. J'imagine qu'ils sont lésés, mais si c'est homo-contralatéral, surtout que là, comme tu as les faisceaux spinocérébelleux qui ils vont décusser dans les deux sens, donc il prend d'un côté, l'autre de l'autre côté. Donc vraiment, c'est difficile à dire. Mais très bonne question pour celui qui a posé. Pareil pour d'ailleurs le vestibulaire, on peut pas savoir. D'autres questions concernant les paraplégies? ما كانش مكمل. Great. On va passer donc aux paraplégies. Alors, les paraplégies, c'est une section de moelle. Il y a eu soit un accident de voiture, soit une tumeur qui comprime, soit vraiment un dégât vasculaire important, ou là une section traumatique, ou là une tentative de suicide, un pendu par exemple. Les Hadoga, ils peuvent créer une section de moelle, ou là une infection par exemple tétanique, ça peut créer une section de moelle. Hadoga. Donc, lorsqu'il y a une section de moelle,
En deuxième année, tout ce qu'on doit savoir sur la section de moelle, ce qu'on appelle donc le choc spinal, et on sait bien que le syndrome pyramidal, dans le cadre d'une section de moelle, va passer par deux étapes. D'abord la phase flasque, ensuite la phase spasmodique. La troisième étape, qui est la phase en flexion, elle est très tardive. C'est vraiment, déjà si le patient n'a pas décédé avant, parce qu'il y a beaucoup de complications du décubitus dorsal, toujours en orthopédie en cinquième année. Donc déjà, le fait de rester allongé toute la journée pourra mourir d'autres choses, malheureusement. Et s'il reste assez longtemps pour arriver à ce stade de paralysie en flexion, ça ne va pas vraiment changer quelque chose à son... Oups, sorry. Ça ne va pas vraiment changer quelque chose à son état s'il reste vraiment assez longtemps pour arriver à la paralysie flasque. Pardon, à la paralysie en flexion. Donc, le genre de section de moelle, si elle est au niveau cervical, on se retrouve avec une tétraplégie, donc on aura une atteinte des membres supérieurs et des membres inférieurs. Mais si elle est au niveau cervical, donc si c'est thoracique ou la lombaire ou là, on aura strictement une atteinte des membres inférieurs. Maintenant, quelles sont les caractéristiques? Alors, c'est les mêmes caractéristiques de l'hémiplégie, mais c'est un syndrome pyramidal typique, avec un déficit moteur, le déficit moteur avec un barré positif, un Mangazini positif, une force musculaire à zéro, bon, une force musculaire à zéro, une force musculaire à zéro, une hypotonie, une abolition de tous les réflexes, un Babinski positif après quelques semaines, disons 2 semaines, un Babinski positif, des réflexes cutanés abdominaux absents, un crémastérien absent, pas de signe sensitif par contre. Donc l'abdomen en flexion, la phase flasque. Inférieur à C3, oui, parce qu'au-dessus, on aura l'émergence du nerf phrénique, donc il y aura une dépression respiratoire et donc le décès. Donc oui, inférieur à C3, inférieur à la jonction C3-C4. Oui. Donc on a les caractéristiques du syndrome pyramidal à la phase flasque. Dans ce cas-là, ce sera bilatéral et symétrique. Donc si c'est une tétraplégie, ça va toucher les deux membres supérieurs et les deux membres inférieurs de façon bilatérale et symétrique. Si c'est une paraplégie, ça va toucher les deux membres inférieurs de façon bilatérale et symétrique. Donc c'est les mêmes caractéristiques que les renards à l'hémiplégie flasque. Maintenant, pour les paraplégies spasmodiques, il y a des gens, le cours c'est dingue. Ok, pour les paraplégies spasmodiques, par contre, en fait c'est la même chose tannique. On aura le déficit moteur avec une chute du membre, etc. Un barré positif, un Mangazini positif, le tonus toulé en hypertonie spastique, kiff kiff. On aura tannique les réflexes qui seront vifs, diffus, polycinétiques avec élargissement de la zone réflexogène. On aura un Babinski qui sera bilatéral cette fois-ci parce qu'il y a une paraplégie ou une tétraplégie et des réflexes cutanés abdominaux abolis kiff-kiff de façon bilatérale, un crémastérien aboli de façon bilatérale, mais on va rajouter à cela ce qu'on appelle les troubles sphinctériens. Les troubles sphinctériens, tout ce qui est incapacité à garder ses urines, etc. Donc, pour les sphincters urinaires. Surtout de l'appareil urinaire, un peu moins pour le sphincter anal, quoique dans les paraplégies graves, on peut avoir une atteinte tannique du sphincter anal. Donc, avec incontinence et tout ça, c'est très très bien décrit. Donc, les bords, vu qu'on a des troubles sphinctériens, forcément, c'est une atteinte. C'est une paraplégie ou là une tétraplégie. On bat pour la partie donc en flexion. Un mot sur le syndrome de la queue de cheval. Honnêtement, je dis comme la queue de cheval périphérique parce que c'est pas vraiment du central. Vu que c'est de la queue de cheval, donc c'est des racines. Donc dès lors périphérique, c'est pour la flexion, donc la paralysie en flexion, on aura donc la fameuse flexion du membre supérieur, donc le membre supérieur il sera en flexion, donc l'épaule en adduction, le bras en flexion et le poignet en flexion, à des membres supérieurs. Membre inférieur, on aura ce qu'on appelle le triple retrait, mais
la cheville fléchie, le genou fléchi et la hanche fléchie. C'est très rare les gens qui ont la paralysie en flexion, surtout en cas de tétraplégie ou de paraplégie, mais voilà. C'est l'évolution ultime du syndrome pyramidal où l'hypertonie va être tellement prononcée qu'elle va carrément mettre le membre en triple flexion, donc l'attitude en triple flexion, que ce soit le membre supérieur ou le membre inférieur. Donc voilà, ce que je voudrais que vous reteniez de ce cours, c'est d'abord et avant tout l'examen clinique en cas de syndrome pyramidal. Donc vous devez me retenir l'examen clinique. Le déficit moteur, c'est un déficit moteur qui sera vu grâce aux épreuves. Donc l'épreuve de barre et membre supérieur, main gazinée, membre inférieur. L'épreuve de barre et membre supérieur, Hamnadi, qui se fera les bras tendus avec la main en pronation, mais à partir de l'an prochain, vous la ferez avec la main en supination. Elle va rechercher une chute du membre atteint avec une certaine pronation. Ce déficit moteur va prédominer au niveau des muscles extenseurs et des muscles supinateurs au membre supérieur, et en membre inférieur, il va surtout prédominer au niveau des muscles raccourcisseurs et aux muscles fléchisseurs. Vous allez me retenir le tonus. Vous allez retenir que le tonus sera une hypertonie de type spastique. Mais lors de la mobilisation passive du membre, il va revenir à sa position initiale comme un ressort. Cette hypertonie va être très prédominante au niveau des muscles fléchisseurs et pronateurs du membre supérieur, et l'inverse au membre inférieur, donc tout ce qui est extenseur et adducteur. Les réflexes en cas de syndrome pyramidal seront vifs, diffus au membre contralatéral, polycinétiques avec élargissement de la zone réflexogène. On aura un signe de Babinski qui sera homolatéral ou la bilatérale si c'est une paraplégie ou une tétraplégie. On aura une abolition des réflexes crémastériens et du réflexe cutané abdominal. On aura un Hoffman au membre supérieur et un Rossolimo au membre inférieur. On aura la plupart du temps une paralysie faciale associée pour les atteintes corticales, une paralysie faciale de type central, c'est-à-dire qu'elle va épargner la partie supérieure du visage. Et dans le cas, bien sûr, de l'atteinte corticale, elle sera donc centrale et homolatérale à l'hémiplégie, mais dans le cas du syndrome de Miller-Gobler, elle sera périphérique et contralatérale à l'hémiplégie. Lorsque c'est une atteinte du tronc cérébral, on va appeler ça des syndromes alternes, donc des syndromes alternes moteurs. Elle va toucher le 3 au niveau du mésencéphale, le 7 au niveau du pont et le 12 et le 9 et le 10 et le 11 en cas d'atteinte bulbaire. Pour les atteintes médulaires, donc les sections de moelle, si c'est en cervicale qui marque avec mademoiselle, en dessous de C3, sinon c'est la mort, c'est une tétraplégie, mais plus bas, ce sera une paraplégie, donc une atteinte uniquement des membres inférieurs. Le syndrome pyramidal va passer par deux phases, une phase flasque où on aura une hypotonie et une abolition des réflexes qui va tout de suite évoluer après 12 semaines à 4 mois vers une phase spasmodique où il y a le syndrome pyramidal qui mène à Arfa. Et si le patient reste en vie jusque-là, on arrivera à la partie en flexion, on aura le fameux retrait en triple flexion, que ce soit du membre inférieur ou du membre supérieur. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur les troubles de la motricité de type centraux. Est-ce qu'il y a des questions? Is there any questions? Is there any questions? Vas-y. Syndrome extra-pyramidal, mais chez la prochaine séance, l'okhra. Prochaine séance, on fera les périphériques, c'est pas la semaine jaya, et la semaine moraha, on fera l'extra-pyramidal. Est-ce que je peux répéter le syndrome de Brown-Séquard? Oui. Pourquoi le Miller-Gobler est une atteinte périphérique alors que la lésion est centrale? Ce n'est pas une lésion centrale, non. C'est une lésion centrale du syndrome du faisceau pyramidal. Pour le nerf facial en lui-même, ce sera lui-même qui sera atteint. C'est le nerf et non pas le noyau ou la. Enfin, c'est le noyau du nerf, oui, mais c'est pas le. Tu sais que le faisceau pyramidal, qui est au niveau de la moelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers le motoneurone alpha qui va innerver tel membre. Et c'est la première séance de sémio. Et alors, le motoneurone alpha qui va innerver tel muscle, on est d'accord? Ce sera la même chose au niveau de la face. Donc, alors, le noyau du nerf facial, rechercher le motoneurone alpha qui va innerver tel muscle. Si c'est une atteinte vraiment centrale de la face, il y aura une section juste avant, mais il haq le noyau. Et le noyau, ce sera une atteinte périphérique du nerf facial.
Donc, on aura une atteinte périphérique du nerf facial et vraiment une paralysie faciale périphérique qui va toucher toute la moitié du visage. Très bien. Est-ce que maintenant, est-ce que je peux refaire le syndrome de Brown-Séquard? Alors oui, le syndrome de Brown-Séquard, c'est quoi? C'est une atteinte centrale au niveau de la moelle. Je vais une atteinte centrale au niveau de la moelle, maintenant on aura une hémisection de moelle d'un seul côté. Alors pour les faisceaux qui vont décusser au niveau du bulbe, les faisceaux, eh ben, il y aura une atteinte homolatérale à la lésion. Et pour les faisceaux qui vont décusser au niveau de la moelle, sur place, il y aura une atteinte contralatérale à la lésion. Maintenant, je connais les faisceaux qui décussent au niveau du bulbe, c'est de la deuxième année pure, c'est le faisceau pyramidal et les cordons postérieurs, donc tout ce qui est aussi même les faisceaux de Goll et Burdock. Hadoma décusse au niveau du bulbe. Maintenant, on aura une atteinte homolatérale à la lésion, donc une hémiplégie homolatérale à la lésion et une atteinte proprioceptive homolatérale à la lésion. Donc tout ce qui est sensibilité profonde, tout ce qui est tact épicritique, donc stéréognosie, etc., et des gains homolatérales. Et c'est quoi le faisceau qui va décusser au niveau de la moelle? C'est le faisceau spinothalamique, donc on aura une anesthésie thermoalgésique du côté contralatéral à la lésion. Bien sûr, il y aura ce qu'on appelle un syndrome radiculaire qui sera vraiment au niveau de la lésion, mais on n'en parle pas en troisième année, c'est de la quatrième année. Donc, je les ai le syndrome de Brown-Séquard, c'est hémiplégie et atteinte proprioceptive homolatérale à la lésion et anesthésie thermoalgésique du côté contralatéral à la lésion. Pour le tact grossier, ouais, pour le tact grossier parce que c'est le spinothalamique, le spinothalamique paléo. Est-ce que la séance sera postée sur YouTube? Ouais, je pense, ouais. En tout cas, ça s'enregistre, I guess. Si la qualité est bien, je vais la poster, sinon tant pis. Are there any questions? Any questions? Allez, je vous laisse 30 secondes pour les questions. Il est déjà 19h. Padam, padam, padam. Bisbal. Je vois que la qualité de son, là, elle est bien. Je vais la poster, pas de souci. Ok, bon courage. On se retrouve dans une semaine, Inch'Allah, pour les paralysies périphériques. Et bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.